Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Imaginez, c'est dimanche, repas de famille, vous êtes coincé en bout de table entre votre tonton complotiste et votre mamie anti-vax. En attendant que ça passe, vous noyez votre désespoir dans la sauce du poulet. Mais comment sont-ils arrivés là? Ils sont pourtant pas plus cons que d'autres, pas plus cons que vous en tout cas. Eh bien non, effectivement. Mais alors comment devient-on complotiste? Comment se met-on à croire en ces conspirations manichéennes et simplistes, nous les gentils, eux les méchants, à contre-courant de ce que disent les autorités compétentes, les scientifiques, les gouvernements, sachant que le tout repose sur des preuves faibles, voire absentes, et surtout infalsifiables. Pratique ça. Si on peut pas prouver qu'une théorie est fausse, c'est qu'elle est vraie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est à moi de prouver ce que j'avance. Oh, flemme. Non mais faites vos propres recherches. Si les théories du complot séduisent autant, c'est qu'elles chatouillent notre cerveau là où ça le démange. C'est satisfaisant de se sentir dans la confidence. On est plus malin que les autres moutons. Mais surtout, ces théories exploitent le fonctionnement même de notre cerveau, notamment sa capacité à identifier des patterns. Un coucher de soleil, ça va être tout noir. Une ombre, c'est un prédateur qui va nous sauter dessus. Un nuage en forme de champignon, je crois que c'est signe de bonne fortune dans la mythologie asiatique. Notre cerveau est très fort pour identifier des patterns, et ça nous est même très utile pour survivre. Mais il est tellement fort qu'il a aussi tendance à en voir là où il n'y en a pas. Regardez ici, la consommation de lait est corrélée au taux de divorce au Colorado. Comment expliquer ça? Eh bah pas, c'est une coïncidence. Tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité. Le cerveau humain n'aime pas l'indécision, le hasard, il aime les histoires. La mort de Lady Di? C'était pas un accident. Et plus l'événement est marquant, plus la justification doit être grandiose. C'est le fameux « comme par hasard ». Et des raccourcis mentaux comme ça qui nous rendent sensibles à la désinformation et donc faciles à manipuler, il y en a un petit paquet. Pour citer quelques-uns de ces biais cognitifs, le biais de confirmation, on n'intègre que les éléments qui vont dans notre sens. En gros, on a une opinion et on va avoir tendance à ne voir que les éléments qui la confirment. Et ce, qu'on le veuille ou non, on fait pas exprès. Mais en définitive, ça va nous conforter dans nos croyances. Le biais de simple exposition. Plus on est exposé à une idée, une personne ou une théorie du complot, plus on va avoir une opinion positive à son sujet. Méfiez-vous, si vous regardez trop la chaîne du Point Genius, vous savez ce qui vous guette. Bref, notre cerveau a un peu trop tendance à vouloir voir des histoires là où il n'y a que des coïncidences et des éléments qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et quelque part, ça se comprend. Dans un monde changeant et complexe, c'est rassurant de pouvoir expliquer plutôt que de rester sur une indécision, une incompréhension, voire une sidération. Même si cette explication est simpliste et consiste à attribuer tous nos maux à un unique coupable. Je perds mes cheveux? Ouais, c'est à cause des Maghrébins, ça. On l'a vu au début de la crise sanitaire, juste après les attentats de Charlie Hebdo, ou même pour expliquer les méga-feux aux États-Unis il y a quelques semaines, les théories du complot ont rappliqué aussitôt. Quelque part, ça nous rassure. Les théories du complot sont aussi une manière de lutter contre les injustices dont on se sent victime. Ça soulage de pouvoir désigner un coupable, de donner du sens à sa situation. En faisant ça, ça nous redonne du pouvoir. C'est pourquoi les discours politiques complotistes séduisent particulièrement bien les individus qui se sentent précarisés ou menacés socialement. Sont-ils pour autant les seuls touchés? Réponse après cette publicité. Pour le sponsor de cette vidéo, j'accueille oh bah alors quelle coïncidence, CyberGhost, votre VPN préféré après tous les autres. Voilà un outil qui rendra votre navigation sur le web plus sereine. CyberGhost, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Non seulement il protège vos données sur les réseaux publics, mais il vous donne aussi l'accès à des contenus géorestreints de plus de 35 services de streaming, comme les catalogues Netflix et Disney+, pour que vous puissiez obtenir 40% de contenu en plus. Il vous permet aussi de bénéficier des tarifs préférentiels des pays pauvres, ces gros privilégiés là, pour des services qu'on vous facture plus cher, à vous les richoux, que ce soit les abonnements de streaming, les voyages ou les hébergements. Pensez-y pour votre petit trip woofing à Mayotte cet été. Vous pouvez l'utiliser sur Windows, Mac, Android, iOS et même sur vos télés intelligentes et vos consoles. En outre, vous pouvez arroser 7 appareils avec un seul abonnement. Si Blanche-Neige avait CyberGhost, elle pourra en faire profiter tous ses nains sauf un. Ça lui donnera une bonne raison de râler pour une fois. Si vous vous sentez seul, vous pouvez également papoter avec le service client en français qui est là pour vous 24 jours sur 7 et 7 heures sur 24. Et je fais partie de leurs 38 millions d'utilisateurs. Rejoignez-nous, ayez confiance, je m'y connais en cybersécurité. Ce que je vous propose, c'est pas 0, c'est pas 2, mais une promo exclusive de 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans. Ça vous fait l'abonnement à environ 2 € par mois, soit l'équivalent. Je crois que j'ai oublié d'écrire un bout du script. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, attendez que je vous parle de la garantie satisfait ou remboursé sous 45 jours. Voilà, je viens de le faire. Rejoignez la grande famille des fantômes du net en cliquant sur mon lien en description. C'est marrant, cliquer sur un lien, c'est pas du tout comme ça que je me suis fait hacker. Merci CyberGhost de soutenir cette chaîne.
On ne peut pas vraiment dresser le portrait robot d'un complotiste, puisque tout le monde est concerné. Ça ne dépendra a priori ni de sa classe sociale, ni de sa religion. Même si, selon certaines études, il existerait des facteurs de risque. Vous seriez plus à même de tomber dans le complotisme si vous êtes jeune, aux extrémités du spectre politique, si vous avez un style de pensée plus intuitif qu'analytique, et en première place, si vous présentez une défiance vis-à-vis des instances officielles, gouvernement, scientifiques et médias. Et c'est un cercle vicieux. Ceux qui se méfient s'intéressent davantage aux théories du complot, qui les rendent encore plus méfiants vis-à-vis des institutions, et voilà comment on en arrive à se couper du monde extérieur. Mais j'insiste, tout le monde est susceptible de devenir complotiste. Alors certes, d'après certains psychologues, il y aurait une mentalité complotiste, c'est-à-dire que si vous croyez en une théorie du complot, vous aurez plus de chances de croire en d'autres conspirations. Mais d'autres chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord et mettent ces conclusions sur le dos de biais méthodologiques. Ils définissent plutôt des grands types de complots. C'est pas parce que vous croyez au grand remplacement que vous adhérerez aussi à la Terre plate ou à l'abduction d'humains par des petits hommes verts. D'après ces psychologues, il y aurait donc plusieurs grands thèmes des familles de complots. Des organisations secrètes nous manipulent dans l'ombre, on cherche à nous priver de nos libertés et ou nuire à notre santé, et on nous cache l'existence des extraterrestres. Côté idéologie, ce que suggèrent les recherches dans le domaine, c'est que certaines théories trouvent un écho particulier aux extrêmes du spectre politique. Par exemple, les climato-sceptiques sont plus souvent de droite. Mais c'est pas le cas de toutes les théories. Les antivax sont beaucoup mieux répartis et moins bien définis par une certaine appartenance idéologique. En tout cas, le conspirationnisme, c'est pas nouveau. Le complot juif, cette idée d'après laquelle une espèce de mafia sioniste nous contrôlerait et nous manipulerait en secret, rôdait déjà dès le Moyen-Âge. Mais c'est vrai que ces théories du complot trouvent un nouvel essor depuis les années 90, en cause en partie la présence croissante du thème des conspirations dans la culture populaire, qui rend la chose familière et presque crédible. Mais surtout, l'explosion du web, en particulier des réseaux sociaux, qui a dérégulé le marché de l'information. Des théories qui avant étaient marginalisées, moquées et n'étaient pas relayées par les médias traditionnels, trouvent une nouvelle chambre d'écho inédite sur nos réseaux préférés, jusqu'à devenir aujourd'hui mainstream. Mais pourquoi ces théories sont si prospères sur les réseaux sociaux ? Parce que d'une part, les complotistes sont très prolixes. C'est cette fameuse minorité bruyante, comme des enfants à la piscine ou des touristes américains au resto. Ils sont peu nombreux, mais ils font le bruit de toute une foule. D'autre part, ces contenus titillent notre corde sensible. Ça fait appel à nos émotions, souvent la colère, l'indignation, la peur, et ça c'est banco. Si vous êtes outré, vous aurez plus de chances de liker, commenter, partager un contenu. L'algorithme va alors comprendre que ce contenu suscite de l'engagement et va le propager encore davantage, jusqu'à outrer d'autres personnes à leur tour, et ainsi de suite. Et voilà comment les fausses informations se propagent plus vite et plus largement que les vraies sur Internet. Et puis il y a aussi toute la question des bulles d'information. Vous aurez tendance à suivre les personnes qui partagent vos opinions, les algorithmes vous proposeront des contenus conformes à vos idées, et c'est ainsi qu'on s'enferme progressivement dans des bulles qui nous confortent dans nos propres opinions et qui ont tendance à carrément nous radicaliser. Elon Musk sur Twitter. Hélas, tout le monde ne se bat pas à armes égales. Les contradicteurs partent forcément avec un handicap, c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Elle dispose qu'on dépense forcément plus d'énergie et de temps à réfuter une fausse information qu'à l'émettre. En particulier, des chercheurs ont constaté que l'usage de YouTube comme source d'information était associé à une plus grande propension à adopter des points de vue conspirationnistes sur les vaccins ou le réchauffement climatique. D'où l'intérêt de contre-attaquer sur le même terrain. Mais d'abord, posons-nous la question, à quoi bon contre-attaquer ? Si les gens veulent croire qu'il existe une cabale pédosataniste de nos élites qui élèverait des enfants sur Mars et extrairait une molécule de leur sang pour devenir immortels, après bon, à quoi tout ? Après tout, à quoi ? Pourquoi pas ? Eh bien, ça peut faire du mal, ça peut révolter ceux qui croient en cette théorie, à juste titre si c'était vrai. Ces partisans s'inscrivent dans le mouvement complotiste QAnon, qui est très populaire aux États-Unis, et le truc c'est qu'en étant révolté, on peut finir par prendre les armes et faire un carnage, les Américains. En 2019, un tireur se revendiquant de QAnon a abattu un homme qu'il soupçonnait d'être dans le coup. En 2020, une femme a été arrêtée dans sa voiture en possession de 18 couteaux en route pour assassiner Joe Biden. Sans compter que ces complotistes ont contribué fortement à la tentative de coup d'État de l'actuel président des États-Unis quand il avait perdu les élections précédentes en 2021. Oui, parce qu'ils voient Trump comme leur sauveur, c'est un genre de Jésus 2.0. Pourtant, il n'y a pas plus élite que Trump, mais bon, ça doit être très logique dans leur tête. Faut être dedans pour comprendre. Quand un mouvement complotiste présente carrément un risque terroriste, d'après les mots du FBI, on voit assez bien le danger. Plus généralement, le complotisme encourage la défiance envers les institutions, les scientifiques et les médias. C'est sain de douter, encore faut-il le faire correctement. Dans le pire des cas, ça peut carrément représenter une menace pour notre santé, coucou les antivax qui mettent en danger l'immunité collective, l'avenir de notre civilisation, coucou les climato-sceptiques. Un petit incendie, un petit cyclone, ça a fini par vous réveiller ou vous en voulez d'autres ?
jusqu'à carrément mettre en péril la démocratie. Le petit point Godwin, Hitler par exemple, a basé son programme sur le complot juif et on en a vu les conséquences. Rares sont les terroristes islamistes qui ne véhiculent pas un discours complotiste, et on a parlé des QAnon, les fameux supporters de Trump. On a les fans qu'on mérite. Alors oui, on peut s'amuser des théories sur les Illuminati ou la Terre plate, mais perso je ris un peu jaune parce que derrière leur apparence inoffensive, les théories du complot sont en réalité très dangereuses. C'est un outil de manipulation des masses qui a le potentiel de les radicaliser et de les isoler de plus en plus des institutions, du discours officiel, et les enfermer dans leur bulle de post-vérité. Le World Economic Forum considère même la désinformation et la mésinformation comme la plus grande menace à la stabilité mondiale. Et je parie que ça risque pas de s'arranger dans les années qui viennent, vu la tournure que prennent les choses. On va avoir du boulot. Il est plus important que jamais de lutter contre ces fake news. Mais comment? Quelle méthode est la plus efficace? Réponse après la pub. Non, pas du tout. Réponse maintenant. Déjà, ça passe par l'éducation. Une étude française portant sur les croyances anti-vax semble montrer que plus on a de connaissances en santé, moins on a de chances de tomber dans la pensée complotiste. Plutôt encourageant. Ensuite, on dispose globalement de deux grandes méthodes pour lutter contre la désinformation, le debunk et le pré-bunk. Le debunk, c'est un détricotage de la fausse information. On reprend un à un les arguments d'une théorie donnée, on analyse les preuves et on conclut sur la validité ou non de cet argument avant de passer au suivant. Les études montrent que c'est utile pour convaincre ceux qui sont dans le flou, mais que la fake news initiale a tendance à rester plus longtemps imprimée dans le cerveau que son démenti. D'où l'utilité de faire des rappels de temps à autre. Le pré-bunk, c'est prévenir plutôt que guérir. On inocule l'esprit critique aux populations qui n'ont pas encore été exposées à une théorie du complot donnée ou à celles qui sont encore indécises. On leur dit attention, vous risquez d'entendre tel discours et voilà pourquoi c'est faux. Une variante du pré-bunk consiste à mettre l'accent sur les techniques de manipulation utilisées dans ce genre de discours, les biais cognitifs, les arguments fallacieux, etc. Et comme pour les vaccins, après avoir inoculé cet esprit critique, les études montrent qu'il convient de faire des rappels plusieurs mois plus tard, une vidéo de 30 secondes peut suffire, pour réactiver nos anticorps face à la désinformation. Les complotistes vont adorer cette analogie. La recherche est indécise sur la meilleure méthode à utiliser entre debunk et pré-bunk, mais globalement ce sont les deux en complément qui sont un combo gagnant. C'est en tout cas la conclusion d'une étude récente balayant 4 États et relayée par la Commission européenne. Le tout étant de le faire toujours avec humilité et sans mépris envers tous ces gros débiles crédules. Au-delà des efforts individuels, c'est toute une régulation qu'on doit renforcer, notamment à l'échelle européenne, n'en déplaise à notre métasculiniste préféré, tout en aidant le public à se forger une bonne culture scientifique et une bonne éducation aux médias. Et en renforçant la modération sur les réseaux sociaux, si on peut encore compter là-dessus aujourd'hui. Les gens plongent dans les théories du complot et les fake news quand ils se sentent impuissants, mais c'est un piège. Ils n'en ressortent qu'avec une illusion de pouvoir. Nous, journalistes scientifiques, vulgarisateurs, pré-bunkers, débunkers, on est là justement pour leur redonner le vrai pouvoir, celui de muscler leur esprit critique pour distinguer d'eux-mêmes les vraies infos des fake news. Notre rôle, aussi ingrat soit-il parfois, passe par la production de ces contenus qui offrent un contre-pied au discours complotiste. C'est ce que s'emploient à faire nombre de journalistes, vulgarisateurs et passionnés. Je vous laisse mentionner vos préférés en commentaire. Pour ma part, j'en profite pour saluer l'équipe de Milan Presse qui fait du super boulot sur la chaîne Info ou Mytho et avec qui je réalise les vidéos Mythothéorie. Votre mission à vous, public, si vous l'acceptez, c'est de relayer ces contenus de pré et débunk pour contrebalancer les quelques cancres au fond de la classe qui font tellement de bruit qu'ils empêchent tout le monde de se concentrer. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visionner ce sujet de France 2 sur la désinformation et le complotisme, dans lequel vous apercevrez peut-être une tête familière ou deux. Merci d'ailleurs à l'équipe de 20h30 le vendredi pour leur invitation. Et merci à CyberGhost VPN de soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à jeter un œil à notre super offre avec le lien en description.